tous, merci de nous rejoindre pour suivre ce live métier. Donc je suis Thomas de MyFuture et je suis accompagné aujourd'hui par Mégane. Bonjour. Voilà, Mégane sera chargée de faire remonter vos questions voilà, que vous aurez pendant le live à propos du métier de Paola de Kit. Paola est acheteuse commerciale de droits TV chez Eurosport. Elle va nous présenter son parcours et métier. Et avant de commencer, peut-être un petit mot sur MyFuture. Alors MyFuture, on est une start-up liée à l'éducation et on a construit une plateforme qui s'appelle Stage Découverte. Stage Découverte, ça permet à tous les collégiens et lycéens de trouver des stages pour affiner leur projet d'orientation, leur projet professionnel. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme. Il y a plus de 9000 offres de stages déjà en ligne et prêtes pour vous. Donc à vos ordinateurs, à vos candidatures, envoyez vos candidatures et puis trouvez le stage près de chez vous qui vous convient. Voilà, sans plus attendre, on va commencer. Alors Paola, donc comme je disais, tu es acheteuse de droits TV commercial en droit TV chez Eurosport. Alors, je suis sûr que tous les jeunes qui aiment regarder les événements sportifs à la télé seront très intéressés par ton métier. Donc, on va commencer. Écoute, je te propose de nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton travail avec la séquence qui est mon travail expliqué à ma grand-mère. Je t'en prie, Paola, à toi. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Paola ou Paula, comme vous voulez, Paola de Kit. Et je travaille donc chez Eurosport et je commercialise les droits TV. Alors, dans mon travail expliqué à ma grand-mère, donc pour vous, souvent une chaîne de télé achète des droits pour les diffuser sur sa chaîne, à la différence que moi, je fais partie d'une autre équipe qui fonctionne un petit peu comme une agence et on a aussi la possibilité de commercialiser des droits. Donc, c'est ce que j'ai mis en première ligne, donc commercialisation de contenu sportif. Mon but est donc de récupérer ce qui se passe dans les caméras et de les envoyer sur des chaînes de télé. Donc, en fait, pour faire plus simple, dans un événement sportif, vous allez avoir les caméras, elles vont filmer des images et mon but va être, pour ces images-là, d'aller les proposer à des chaînes de télé, que ce soit en France ou à l'étranger, pour pouvoir leur vendre et qu'ils puissent les diffuser s'ils ont un intérêt. Par exemple, s'il y a un grand athlète italien, bon, au lieu que ça reste uniquement sur Eurosport, peut-être que je peux aller le proposer à d'autres chaînes en Italie qui seraient intéressées pour diffuser cette compétition-là. Donc, je ne sais pas si vous avez peut-être des questions. Je vais peut-être essayer d'être un petit peu plus claire dans ma présentation. Non, pour l'instant, je crois que c'est très clair. Donc, ça veut dire que toi, tu as connaissance de tous les principaux événements sportifs qui se passent un petit peu partout en France ou dans le monde? Oui, c'est ça. Alors, du coup, comment ça se passe? Moi, je ne m'occupe pas forcément. Forcément, nous, il y a d'autres agences qui font ça, donc on n'a pas tous les droits qui existent dans le monde et toutes les compétitions. Mais il est clair que pour pouvoir travailler là-dedans, je vais avoir besoin de connaître mon catalogue. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir Eurosport qui va me dire, bon, aujourd'hui, tu peux, si tu as envie, tu peux commercialiser le Grand Prix de moto, la MotoGP. Ou peut-être la Formule 1 un jour si on a la Formule 1. Et donc, du coup, moi, dans un premier temps, il va falloir que je me renseigne sur cette compétition-là si je ne la connais pas. Donc, en fonction des contenus et des compétitions sportives, forcément, je vais devoir m'intéresser à plus les sports mécaniques, ou le rugby, ou le hand, ou le basket, etc. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais devoir aussi me renseigner sur toutes les chaînes de télé qui peuvent exister dans le monde, parce que forcément, je ne vais pas aller proposer la Formule 1 à une chaîne qui ne diffuse que des sports équestres, que des compétitions de chevaux. Ça ne va pas les intéresser. Donc, du coup, moi, je vais essayer d'aller chercher peut-être en Nouvelle-Zélande la chaîne qui a l'habitude de diffuser une autre compétition de sport mécanique. Et puis, ça a plus de sens si je vais la voir, elle, pour lui dire « moi, j'ai la Formule 1. Est-ce que tu veux diffuser la Formule 1 sur ta chaîne ?» Du coup, je me permets, on a Gwen qui demande par rapport à ce que tu viens d'expliquer, si tu fais ces demandes directement lorsque tu vois est-ce que tu vas voir du coup les compétitions sportives et tu fais ces demandes-là sur place?
Alors, merci pour ta question. Je suis obligée de faire ces demandes avant, parce qu'une fois que la compétition sportive a commencé, c'est presque trop tard pour le proposer à des chaînes de télé. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je vais me renseigner sur les calendriers des compétitions. Je vais peut-être rentrer en contact avec les organisateurs pour leur demander quels sont les horaires, quels sont les jours, quel jour est telle course, il y a une course principale et des courses secondaires, etc. Donc, du coup, je vais devoir me renseigner en amont et aller chercher mes contrats avant, parce que pendant, c'est trop tard. Par contre, l'avantage de ce métier, c'est que je me rends beaucoup sur place, car imaginons, il y a des imprévus, il faut que je puisse transmettre l'information à tous. Par exemple, je commercialise Roland-Garros. Il y a de la pluie, donc du coup les matchs sont interrompus. C'est aussi à moi d'aller informer les chaînes de télé avec lesquelles je travaille pour leur dire attention, les matchs sont interrompus, donc du coup il va peut-être falloir vous mettre autre chose sur votre chaîne en attendant que les matchs reviennent. Donc j'ai un contact avec les organisateurs et les événements avant, mais forcément je ne suis pas sur place, et aussi pendant pour pouvoir essayer de faire cette relation entre ce qui se passe sur l'événement et ce qui se passe sur les chaînes de télé un petit peu partout. Super, très clair. Peut-être qu'on peut revoir ta présentation pour continuer à dérouler un petit peu les spécificités de ton métier. Donc le contact direct avec les organisateurs d'événements et les médias, et les télévisions, effectivement, majoritairement. Ok, ça c'est ce que tu viens de nous dire. Toi, est-ce que tu as une spécialité peut-être? J'imagine que tu ne peux pas faire tous les événements sportifs. Alors oui, Équipe. c'est dur d'être experte sur tous les événements sportifs. Alors après, il y a plein de choses qu'on peut apprendre, et notamment quand on travaille en équipe, ce qui est assez bien, c'est d'échanger avec les autres, parce que peut-être qu'il y en a qui sont plus intéressés par l'athlétisme, donc du coup, ils peuvent me donner quelques conseils que moi, je ne connais pas du tout. Et aujourd'hui, ma spécialité, là où je travaille le plus, c'est dans les sports mécaniques. Les sports mécaniques. Donc sport mécanique, alors oui, tu disais Formule 1, moto, j'imagine. Le rallye, Le rallye, ouais. que j'affectionne beaucoup. Ok. Et après, par exemple, dans la moto, il y a toutes sortes de compétitions aussi. Il va y avoir des motos d'endurance sur des courses qui durent 24, 12 ou 8 heures. Ensuite, il va y avoir d'autres compétitions. Les sports mécaniques sont assez vastes. Même au sein même du rallye, il y a plusieurs compétitions. Oui, notamment, tu me disais que tu travaillais aussi avec les 24 heures du Mans. Voilà, Je ne sais pas si c'est encore très connu auprès des plus jeunes, mais c'est une course en France qui se passe au Mans sur un site et qui dure 24 heures. exactement. Tous les grands constructeurs, tu me corriges si je me trompe, hein, tous les grands constructeurs d'automobiles ont fait leur réputation sur ce circuit, hein, c'est ça? Oui, bien sûr. C'est quand même une course mythique, donc forcément, je comprends que du grand public et regarder à la télé 24 heures, c'est dur, parce qu'il faut connaître un petit peu les sports mécaniques pour pouvoir regarder pendant 24 heures des voitures qui tournent. Mhm. Mais par contre, ça reste une course mythique, et si jamais vous avez l'occasion de vous rendre au Mans un jour, allez-y, parce que vraiment l'ambiance est sympa, et ça change. Très bien. Et alors, par curiosité, pourquoi toi, tu préfères le rallye? C'est une ambiance. Moi, je trouve que il y a des grandes compétitions où du coup les équipes sont beaucoup plus importantes, où du coup c'est assez difficile d'aller chercher les informations, parce qu'on passe par beaucoup d'étapes avant d'y arriver, alors que le rallye pour lequel je travaille, c'est un petit peu comme une petite équipe, tout le monde se connaît, donc du coup c'est très facile de créer du contenu, d'aller chercher les informations, de discuter avec les pilotes. Voilà, il y a une ambiance un petit peu familiale, conviviale dans le rallye que j'aime beaucoup, et qui est difficile d'avoir sur le football ou les Jeux Olympiques, par exemple, parce que c'est une grosse machine, quoi. C'est une très grosse entreprise. Ok, super. Du coup, je me permets, Écoute, avant de ouais, continuer, il y a Paul qui pose une question par rapport à ce que tu nous as expliqué au niveau des diffusions des différents événements que tu vois. Il vous souhaitait savoir si les diffusions étaient toujours en direct. Alors non, c'est pas toujours en direct. Toutes les compétitions ne sont pas en direct. Par exemple, on va reprendre les sports mécaniques. La Formule 1 est en direct, parce que déjà, ils ont les moyens de mettre tous les outils techniques pour pouvoir faire du direct, ce qui coûte assez cher, parce que
faut savoir que quand il y a du direct, ça part des caméras, ensuite ça rentre dans des câbles, ça part sur des satellites qui sont dans l'air, et ensuite ça revient dans des agences qui ensuite distribuent à toutes ces chaînes de télé. Donc en fait, tout ce process-là, il coûte beaucoup d'argent. Par exemple, pour le rallye, le rallye européen, on n'arrive pas à faire de direct parce que ça coûte très cher et qu'il faut mettre des hélicoptères partout. Et faire tourner des hélicoptères, déjà en fonction de l'endroit où on se trouve, il peut y avoir des pays où il y a encore beaucoup de câbles électriques, où il y a des arbres qui sont très hauts. Et donc, du coup, mettre des hélicoptères, on n'arrivera pas à avoir de belles images parce qu'en fait, toutes les prises, les angles de vue et les caméras sont cachés par soit la nature, ou soit parce que c'est trop dangereux de voler autour, puisqu'il y a ces fameux câbles électriques, etc. Donc, pour plusieurs raisons, des événements sont en direct et d'autres ne le sont pas. Après, moi, ça ne m'empêche pas d'aller voir des chaînes de télé. Et par exemple, il y en a qui ne font que du direct. Si ce n'est pas du direct, ça ne les intéresse pas parce que par rapport à leurs abonnés, les téléspectateurs, ils veulent voir du direct. Par contre, il y a d'autres chaînes qui préfèrent diffuser des contenus un petit peu récap du week-end, des contenus d'une heure qui font un petit résumé de la course, parce que déjà, ça leur coûte moins cher. Et en plus, c'est plus facile à gérer pour une chaîne de télé, de mettre des programmes en différé, de mettre des programmes enregistrés, que de mettre du live, parce que le live, ça nécessite peut-être des commentateurs, ça nécessite des personnes qui sont dans les régies, qui mettent de la publicité en direct, il peut y avoir des intempéries qui coupent le live. Donc, c'est vraiment une gestion, et pour les chaînes de télé, des moyens en plus à mettre. Donc, les deux. Super. Et si on regarde encore ta présentation, oui, tu nous as dit que tu travaillais pour la France et pour l'international. Est-ce qu'il y a je sais pas moi, des pays en particulier avec lesquels tu travailles? C'est la terre entière? C'est la terre entière. Okay. C'est la terre entière, ce qui va juste faire en sorte que je travaille avec tel ou tel pays. Ce sont les droits que me laisse l'organisateur. Parce que l'organisateur, il va me dire « Ok, si tu veux, tu peux commercialiser les droits de cette compétition-là. Je te laisse le territoire asiatique et pacifique, donc avec l'Australie, Nouvelle-Zélande, etc. » Donc, c'est ce qui va faire que je vais travailler avec tous ces pays d'Asie et du Pacifique. Après, il peut me laisser les droits monde. Dans ces cas-là, je vais essayer d'aller voir toutes les chaînes dans le monde. Ou juste que l'Europe ou que l'Italie, ça va dépendre. Mais c'est vrai que mon travail, c'est de commercialiser les droits. Très peu de droits ne sont disponibles qu'en France, donc je travaille beaucoup avec l'international. Ouais. D'accord, je crois qu'on a vu une question, Megan, il me semble, non? Oui, on a une autre question de Margot qui demande si du coup tu parles beaucoup de langues à l'international du coup. Alors, je parle beaucoup, enfin très peu le français finalement dans mon travail, beaucoup l'anglais. Ce qui n'a pas été forcément très très facile au début, puisque moi je ne suis jamais partie en Angleterre pendant 1 an, j'ai jamais fait de stage à l'étranger. Donc du coup j'ai un petit peu appris sur le tas, mais bon, l'espagnol je peux le comprendre, mais c'est surtout l'anglais. Et voilà, il faut savoir que maintenant la plupart des conversations peuvent se faire en anglais. Il y a encore des pays pour lesquels c'est très difficile, notamment en Asie. Des fois, les Japonais ne parlent pas très bien anglais. Je pense que c'est vraiment très éloigné de leur langue à eux, donc c'est difficile d'apprendre. Mais après, voilà, il faut pas même si je n'ai pas un anglais parfait, j'ai un anglais suffisant pour mon travail. Et il faut savoir que la plupart des personnes avec lesquelles je travaille ne sont pas anglophones de naissance. Donc, du coup, même si on fait des erreurs, le principal, c'est de rester soi-même, de parler comme on a envie de parler et de réussir à se faire comprendre et de comprendre les autres. Donc, oui, surtout l'anglais. Ok, super. Super, merci beaucoup Margot pour ta question, j'espère que ça y répond. Écoutez, s'il y a encore des questions, super. On a encore une autre question, Thomas, de François qui demande les droits s'ils sont plus chers en fonction des pays. Est-ce que les prix sont les mêmes ou ça dépend de certains pays? Tout à fait, c'est une super question et c'est vrai. Les droits sont différents en fonction des pays, puisque certains pays vont avoir un intérêt plus que d'autres à diffuser telle ou telle compétition. Par exemple, une compétition de skateboard,
Ça va être beaucoup plus facile à vendre au Japon parce qu'ils ont des athlètes japonais ou en Amérique du Sud parce qu'ils ont beaucoup d'athlètes au Brésil, etc. Donc du coup, pour moi, ils ont un intérêt, ça va créer de la concurrence. Et en fait, c'est cette concurrence-là qui va faire aussi que les droits sont plus chers. C'est-à-dire que si j'ai un pays, par exemple, j'essaye de vendre ce skateboard dans un pays où il n'y a pas du tout d'athlètes, imaginons en Norvège, je n'ai aucun athlète norvégien qui fait du skateboard. Du coup, ça va être un petit peu difficile d'aller voir les chaînes norvégiennes pour leur vendre cette compétition de skateboard. Par contre, si je vais au Japon, je vais leur dire bonjour, les chaînes de télé japonaises, je vends cette compétition de skateboard et dans cette compétition-là, j'ai tel champion du monde qui est japonais, j'en ai un autre qui est junior et qui va peut-être être nouveau champion du monde. Donc forcément, j'ai plusieurs chaînes de télé qui vont venir toquer à ma porte parce que ça les intéresse. Donc, du fait qu'il y ait des athlètes japonais et un intérêt pour ce pays, pour cette compétition-là, ça va créer de la valeur. Et ce qui va créer de la valeur aussi, c'est si j'ai une chaîne de télé qui me dit « Ok, moi je te l'achète pour 5 000 € » et qu'il y en a une autre qui me dit « Ah, mais attends, moi je te l'achète pour 7 000 €. » Forcément, c'est ce qui crée un petit peu cet appel d'offres et ce qui peut créer de la valeur. Donc oui, les droits TV dépendent beaucoup du pays et de la compétition parce que le skateboard ne coûte pas le même prix que la Ligue des Champions. Super, trop intéressant. Et donc, ça veut dire que toi, dans ton travail, à la fois, il faut que tu saches négocier les droits, évidemment, mais ça veut dire qu'il faut que tu te tiennes au courant des nouveaux espoirs de chaque sport, argumenter et faire monter les enchères, si je comprends bien. Exactement. Donc, c'est aussi pour ça que travailler en équipe, c'est bien, parce que chacun a un petit peu ses spécialités et les sports qui l'intéressent. Et c'est pas que je me désintéresse, imaginons, de la natation, mais c'est vrai que moi, j'ai pas un très gros attrait pour la natation. Donc, je peux soit aller m'aider de mes collègues, soit juste faire des recherches sur Internet, de me renseigner sur la compétition, sur les athlètes, si telle ou telle chaîne a déjà diffusé des compétitions de natation. Nous aussi, on a des outils qui nous permettent de savoir à combien ils les ont achetés. Donc, ça me permet de faire un petit peu une étude de marché. Donc, c'est vrai que quand j'ai des nouveaux droits et des choses surtout des droits que je ne connais pas, dans un premier temps, c'est très important de faire une étude de marché déjà sur les chaînes de télé, sur les athlètes, sur la valeur des droits. Et parfois, on arrive à trouver des renseignements sur Internet. Nous, on a aussi des sites spécialisés sur lesquels on est abonné. Et puis ensuite, après, c'est des discussions. Et parfois, c'est aussi un peu de feeling, hein. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, on peut avancer un petit peu. Mais Il y avait juste Paul qui voulait savoir, pour compléter par rapport aux droits, si les droits qui sont achetés pour la France peuvent être vendus à plusieurs pays. Alors, si les droits sont achetés pour la France, ils ne peuvent pas être vendus. Du coup, dans la question, ça dépend de... si je comprends bien, c'est est-ce que toi, tu peux vendre à plusieurs pays à la fois un même événement Ah sportif? oui, bien Paul, sûr. tu pourras nous corriger si c'est pas Ou ça. plusieurs chaînes. Ou plusieurs chaînes. Dans un même territoire, c'est ça? La question n'a pas été approfondie, donc tu peux peut-être nous apporter des éléments sur les deux cas de figure. Oui. Alors, forcément, si je vends le droit en France, je peux aussi le vendre en Belgique, puisque la chaîne française et la chaîne belge ne vont pas se faire concurrence. Donc, oui, un droit, tous les droits dont je vous parle tout à l'heure, je peux vendre exactement la même chose dans des pays différents. Après, c'est difficile de le vendre dans le même pays. C'est-à-dire que si j'ai un droit et que je l'ai déjà vendu à beIN Sport et que j'ai RMC Sport qui me demande aussi pour l'acheter, tout dépend du contrat que j'ai eu avec beIN Sport. Souvent, on peut avoir des contrats d'exclusivité ou des contrats de non-exclusivité. Si on a un contrat d'exclusivité, par exemple, que j'ai eu avec beIN Sport, je ne pourrais pas aller le vendre sur RMC Sport parce que beIN Sport m'a acheté mon droit, ma compétition, en me disant, voilà, moi je te l'achète, mais je veux être le seul à la diffuser. Ce qui est souvent le cas, puisque après, sinon, ça crée un petit peu trop de concurrence. Et donc voilà, il y a les deux cas. Et de temps en temps, si par exemple,
J'ai Beansport qui me dit ok, moi je veux bien diffuser, mais j'ai pas d'argent, donc je veux bien t'aider, je vais le diffuser sur ma chaîne, etc. Donc du coup, moi je vais lui dire ok, si tu veux, je te le propose gratuitement, tu peux le diffuser sur ta chaîne, mais par contre, je te fais un contrat de non-exclusivité. Et c'est-à-dire que si demain j'ai une autre chaîne de télé qui vient me voir, j'ai Canal+ qui vient me voir en me disant bah moi j'aimerais bien le diffuser. Bon, bah du coup, Beansport n'est pas trop en position de force et je peux lui dire bon, j'ai quelqu'un qui a vraiment envie de le diffuser et qui est prêt à mettre de l'argent. Donc, du coup, comme on a un contrat de non-exclusivité, je peux partager les droits. Super, J'ai très clair. répondu à la question. J'imagine, je crois que ça répond à la question en effet. Peut-être qu'on peut avancer parce que le temps file et c'est très intéressant, donc on a plein de choses à voir. Euh, Ta journée type, peut-être à la deuxième séquence en regardant ta présentation, à quoi ça ressemble une journée de Paula de Quit? Alors, les journées se suivent mais ne se ressemblent pas, puisque tout dépend de l'actualité, tout dépend du sport, tout dépend de la période. Mais en règle générale, si on devait prendre une règle générale, les bureaux d'Eurosport sont à Issy-les-Moulineaux, donc à côté de Paris. Je ne sais pas si à côté de Boulogne, dans le sud, là où il y a un petit peu toutes les chaînes de télé. Donc c'est assez marrant parce qu'on se retrouve tous concentrés à cet endroit-là. Il y a Canal, etc. Donc on est là. Mon amplitude horaire pour une journée classique, ce serait une journée classique dans des bureaux, c'est-à-dire une arrivée entre 9h, 9h30 parfois, et puis un départ entre 19h, tout dépend. On va dire que nous, on est assez flexible et chacun est très autonome sur la manière de voir sa journée. Une journée type, ça va être beaucoup d'emails, puisque comme je travaille avec des personnes qui sont surtout à l'international, donc ça va être beaucoup d'échanges d'emails. Ensuite, je vais aussi préparer mes offres commerciales, je vais préparer des présentations, etc. à envoyer à mes clients. Donc tout ça, ça se passe sur PowerPoint. Je vais vous montrer un exemple aussi si vous le souhaitez. Et puis ensuite, comme on est au bureau, on profite de faire des réunions d'équipe et du coup, j'ai beaucoup d'appels en visio, un petit peu comme on est en train de se faire, ce qui peut permettre comment on va dire, de rendre la conversation un petit peu plus sympa, parce que comme je travaille avec des personnes qui sont à l'étranger, j'ai peu l'occasion de les voir et d'autant plus avec la situation actuelle, il est assez difficile de voyager, donc on privilégie les échanges visio pour avoir un contact un peu plus sympa que juste des emails. Et sinon, je fais beaucoup de déplacements, donc comme vous l'avez compris tout à l'heure, sur des événements sportifs où là, il est possible de faire des horaires décalés et puis avec beaucoup de trajets. Super. Eh ben, écoute, oui, je te propose de nous montrer un petit peu à quoi ça correspond tes documents de travail, tes présentations PowerPoint où tu vas, tes documents avec lesquels tu vas démarcher tes clients finalement. Alors du coup, comme moi j'aime beaucoup le rallye, voici par exemple la présentation que j'avais préparée du coup début de l'année 2020. Donc normalement on était censé commencer la saison pendant le confinement, bon, du coup la saison a été décalée. Mais typiquement ce sont ce type de travaux que je vais préparer avant chacune des saisons des compétitions sportives pour aller démarcher les chaînes de télé et leur présenter la compétition, les dates, etc. Donc ça, ce sont des documents que je prépare que sur PowerPoint, qui est, je pense, avec mes emails, mon deuxième plus gros outil de travail. Donc, par exemple, le principal pour une chaîne de télé, donc, c'est de savoir qu'est-ce que c'est, donc quel est le championnat. Forcément, tous mes documents sont en anglais, du coup, pour que ça convienne à tout le monde. Mais le plus principal, c'est de leur présenter un petit peu le championnat, leur présenter là, les différentes catégories qui peuvent apparaître dans ce championnat, leur présenter les stars un petit peu qui peuvent intervenir. Du coup, par exemple, on a en troisième, là, je ne sais pas si vous voyez, il y a Craig Breen qui roule aussi dans le championnat mondial. Donc, c'est vrai que d'avoir son nom dans une présentation, c'est intéressant pour eux parce qu'ils se disent « Ok, c'est un pilote européen, mais c'est aussi un pilote qui court dans le championnat mondial. » Et en plus, il est anglais, donc ça peut permettre pour moi d'aller toucher par exemple des chaînes en Irlande ou en Angleterre. Et voilà, ça leur parle. Donc, c'est important de mettre de donner envie, en fait. Il faut donner envie. Et donc, du coup, pour donner envie, il faut mettre les stars. Ensuite, celle-ci
correspond aussi à celle-ci. C'est surtout ce qui va les intéresser, c'est le calendrier. Savoir où et quand auront lieu les courses, parce que du coup, pour les chaînes de télé, ça va avoir un impact sur leur programmation. Parce que du coup, s'ils ont décidé de diffuser le rallye, il faut qu'ils prévoient que, là, c'est un mauvais exemple parce que tous ces événements-là ont été soit décalés, soit annulés. Mais si on prend le premier comme exemple, le 26 au 28, il y a le rallye. Donc potentiellement, pendant ce week-end-là, ils vont devoir bloquer un petit espace dans leur programmation pour pouvoir diffuser le rallye. Donc c'est très important de leur donner les dates, leur donner des lieux, puisque par exemple, pour la première date, on se trouve au Portugal. Donc peut-être que mes chaînes au Portugal vont dire « Ok, moi je veux bien diffuser le premier événement parce qu'il est au Portugal ». Donc ça c'est intéressant. Voilà, ce sont tous ces éléments-là qui sont hyper importants à donner à des chaînes de télé. Quels sont les programmes qu'on va pouvoir leur donner? Est-ce que c'est des programmes en différé? Est-ce que c'est des programmes de news? Est-ce que c'est... On a aussi des clips digitaux, etc. Et voilà. Et puis nos contacts. Donc avec ça, je vais pouvoir avancer avec eux et ça va me permettre d'envoyer un mail un petit peu générique à, je sais pas, 50, 100, 300 chaînes de télé et leur dire, voilà, si vous voulez, j'ai une opportunité pour vous et je leur présente d'une manière assez précise ce que je leur propose. Super, super, super. Donc, on voit bien que tu sais aussi faire de la mise en page, un petit peu de marketing. Enfin voilà, il y a plein de compétences en plus pour ensuite mener une négociation avec des beaux documents de travail qui vont être un peu publicitaires quelque part aussi, on peut dire. C'est commercial. Ouais, Non, cool. mais voilà, après, l'avantage, c'est commercial. Pour moi, c'est de travailler dans le sport parce que c'est un produit que j'aime. Et donc, du coup, si une chaîne de télé me dit « Ah non, moi, le rallye, ça ne m'intéresse pas du tout », je ne vais pas aller plus loin, c'est pas grave. Je vais lui dire « Ok, merci de m'avoir répondu. » Et puis, peut-être qu'un jour, j'espère avoir une compétition d'athlétisme qui va t'intéresser. Et dans ces cas-là, on pourra rediscuter. Donc, oui, il faut des bases de marketing, il faut des bases de mise en page sur PowerPoint, etc. Mais je trouve que, moi j'adore mon métier, mais du coup je trouve que quand on parle de quelque chose qu'on aime et quelque chose dans lequel on croit, tout paraît beaucoup plus simple. Je suis assez d'accord et c'est ce que je souhaite à tous ceux qui nous écoutent justement de trouver des stages pour trouver le métier qu'ils aiment et pouvoir en parler avec autant d'enthousiasme que tu le fais aujourd'hui. Et donc juste pour revenir aussi sur ce côté sympa de ton travail, c'est les déplacements quoi. Alors évidemment en période normale, sans le Covid, tu te balades pas mal autour du globe pour différents événements, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors en ce moment on y arrive un petit peu parce que vous l'avez tous vu, il y a quand même des événements qui ont repris. Alors dans des conditions particulières puisqu'il n'y a pas de public, voilà. Mais en tout cas c'est toujours diffusé sur les chaînes de télé. Donc à partir du moment où c'est diffusé sur les chaînes de télé, moi mon travail, j'ai du boulot. Donc c'est vrai que c'est moins agréable et même quand on se rend sur place, c'est un petit peu moins sympa parce qu'il n'y a pas le public, il n'y a pas l'ambiance. Mais aujourd'hui, on arrive quand même à voyager pour essayer de faire tourner quand même un petit peu la machine et parce que c'est important pour des pays, c'est important pour des athlètes aussi, c'est important pour tout le monde. Donc on y arrive, mais je ne suis pas à mon premier test Covid, celui qui est très agréable par le nez. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de fois pour pouvoir voyager à chaque fois. Mais sinon, en période normale, on va dire qu'on est sur une dizaine de déplacements par an. Donc, le but, c'est de ne pas y aller tous les week-ends parce qu'on a aussi une vie à côté, même si c'est quand même sympa d'y aller. De temps en temps, on a besoin de se reposer. D'accord. Et par rapport, on a une petite question, désolé Thomas, de François qui voudrait d'abord savoir si le prix des droits ont été impactés à cause est-ce que le Covid a impacté ces prix-là? Et est-ce que d'ailleurs ces prix qui sont négociés longtemps ou combien de temps à l'avance avant la diffusion? Alors, la suite à la première question, merci pour ta question qui est très intéressante. Effectivement, ça a pu avoir un impact. Donc, tout dépend là en ce moment entre les organisateurs et les chaînes de télé. C'est un petit peu ils se remettent un petit peu le nez dans les contrats pour savoir ce qui a été mis dans le contrat. Le Covid a pu avoir un impact sur la valeur des droits parce que, par exemple, les chaînes de télé vont dire que
le produit n'est plus le même s'il n'y a pas de public. Parce qu'il n'y a pas cette ambiance. On l'a bien vu, je ne sais pas si vous avez regardé Roland-Garros, mais c'est vrai que pour un téléspectateur, les passionnés de tennis regarderont toujours le tennis et ils regarderont toujours la finale de Roland-Garros et ils n'iront pas par curiosité. C'est leur rendez-vous, ils vont y aller. Donc de toute façon, il y a toujours des personnes pour regarder, surtout les passionnés. Par contre, le grand public, peut-être que ça va moins, du coup, qu'il n'y a pas de public, qu'il n'y a pas d'ambiance, ça reste du coup du tennis vraiment pur et peut-être que ça les intéressera moins, donc peut-être qu'on perd du téléspectateur. Donc effectivement, en ce moment, il y a des discussions et c'est notamment le cas dans le football avec l'affaire, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ceux qui ont racheté les droits de la Ligue 1 en ce moment sont en train de dire que la valeur des droits qu'ils ont achetés il y a, je ne sais plus, sur l'appel d'offres il y a 2 ans, et en fait, n'est plus bonne parce qu'à cause du Covid, il n'y a plus de spectateurs. Donc, du coup, ça a changé le produit télé. Donc, oui, ça peut avoir un impact. Moi, donc là, c'est du côté des achats. Moi, de mon côté, comme je distribue des droits, j'essaye de garder la valeur qui a été mise sur cette année, sur l'année 2020, et de leur proposer des compensations. Donc, c'est-à-dire que je vais leur dire, OK, là, il y a eu des annulations ou peut-être le produit télé n'est plus le même. Donc, si tu veux, on garde notre contrat qu'on avait déjà mis sur 2020. Et puis, si tu veux, à côté, je peux t'offrir ça, je peux t'offrir une course supplémentaire l'année prochaine, etc. Donc, nous, l'important, c'est quand même de préserver des budgets. Et ensuite, il faut un petit peu de créativité et puis il faut trouver des leviers pour garder ses budgets. Donc, la première réponse, c'est oui. Et la deuxième, c'était… La deuxième, c'était combien de temps à l'avance tu négocies les droits de diffusion pour diffuser sur les chaînes? Alors, ça peut aller de 5 ans avant à la veille. Tout dépend des droits aussi. Forcément, il y a des droits, par exemple, les Jeux Olympiques. Eurosport a acheté les Jeux Olympiques pour les diffuser sur sa chaîne. On les a achetés déjà jusqu'en 2024. Donc, ça veut dire que le contrat a déjà été fait depuis 4 ans. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, jusqu'au moment où le contrat a été fait, jusqu'au moment de l'événement, il y a eu 8 ans. Donc, ça peut être sur des événements majeurs, des événements très importants, qui demandent des budgets très importants. Ça peut être vraiment beaucoup à l'avance. Après, moi, si j'ai quelqu'un qui vient me voir la veille d'une course de moto ou de n'importe quoi, d'un match de football, et qui me dit j'aimerais bien le diffuser sur ma chaîne de télé, même 1 heure avant, on se met d'accord et moi je lui envoie tout ce dont il a besoin pour recevoir ce programme-là et tout peut se faire. Super, très clair. Merci beaucoup. Merci François pour ta question. Je vous propose d'avancer encore un petit peu et puis de revenir en arrière dans ton parcours et de passer à la section de ton rêve d'enfant, voilà, pour comprendre. Alors moi j'ai quand même la chance, on va dire, de travailler dans le sport. Mon rêve d'enfant, forcément, quand j'étais petite, je ne regardais pas forcément le rallye, je n'étais pas une fan de moto, etc. Tout ça, c'est venu un petit peu au fur et à mesure. Moi, c'était la NBA, les grands choix à l'américaine. Je me voyais déjà partir aux États-Unis, travailler avec tout ce monde-là, dans des stades énormes, des stades pleins de public, etc. Bon, c'est assez compliqué. Déjà, il faut vraiment bien parler anglais. Mais voilà. Mais donc, du coup, j'ai eu la chance quand même de travailler dans le monde du sport, chose que je voulais déjà faire. Et pour l'instant, on va dire à une plus petite échelle dans un autre domaine. Mais c'est déjà très bien. Et puis, c'est pas encore fini. On ne sait pas. Peut-être que demain, les choses seront différentes. Et peut-être que demain, je ferai une rencontre et que je partirai travailler pour les Los Angeles Lakers. On ne sait pas. Donc voilà, j'ai eu la chance quand même Moi, je voulais bosser dans le sport et près du sport, et chose que j'ai réussi à faire aujourd'hui, puisque, comme vous voyez sur les photos, voilà, je suis en contact direct avec les pilotes, les équipes, les chaînes de télé, les organisateurs, etc. Super, ok. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions pour le moment. Pas de questions. Et donc là, on te voit, c'est près d'un circuit, j'ai l'impression, avec un pilote. Exactement.
Parce que, par exemple, du coup, eux aussi ont tout intérêt à me parler. Par exemple, ici, on a un pilote belge. Et ben, moi, je vais pouvoir lui dire, si tu veux, on est diffusé en Belgique. Alors, si tu veux aussi, toi, faire de la publicité sur des réseaux sociaux, pour dire, si vous voulez regarder la course en Belgique, vous pouvez le faire sur telle chaîne. Donc, euh, donc voilà, moi, je suis toujours dans l'événement, que ce soit avec les chaînes de télé, avec les organisateurs ou avec les pilotes directement, pour voir si tout va bien, s'ils ont besoin de quoi que ce soit, ou même eux, s'ils ont besoin d'images, je peux, comme je suis en contact aussi direct avec les équipes de production, si les pilotes ont besoin d'images pour leurs réseaux sociaux, leurs partenaires, faire de la pub, ils peuvent aussi me demander. Ok, ils peuvent te les acheter eux aussi, quoi. Ils peuvent me les acheter. Ah d'accord, ouais, donc t'as toutes les cartes en main, en fait, si je comprends C'est bien. ça. Super, Tout ok. s'achète et tout se vend. Ah oui, oui, c'est évidemment dans leur intérêt à eux, les pilotes, de se faire voir dans leur propre pays. Ça peut leur apporter après de la visibilité. Et puis, je sais pas, je dis ça comme ça, mais permettre de signer des contrats publicitaires, ce genre de choses, non? Exactement. Bah oui, 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 eux, ils ont, on va dire, une grosse importance à avoir de l'image parce que pour leurs partenaires, ils vont pouvoir leur montrer que voilà, sur la voiture, il y a le gros sponsor, vous étiez visible, puis les images sont jolies, donc on est capable de leur donner. Nous, c'est aussi dans notre intérêt Mhm. de les aider à être présents sur le championnat. Parce que sans eux, il n'y aurait pas de championnat et sans championnat, il n'y aurait pas de produits télé. Et sans produits télé, je ne serais pas là non plus. D'accord, super. On continue, on avance un petit peu. La séquence suivante, bah, c'est ton parcours, quoi, parce qu'on aimerait bien comprendre un peu mieux comment t'en es arrivé là. Alors, comment j'en suis arrivée là? Donc, comme je vous ai dit, moi j'aimais beaucoup le basketball. En troisième, j'ai eu la chance, je suis originaire de Rouen. Donc à Rouen, on a deux grosses équipes, c'est soit le hockey sur glace, soit le basketball. Enfin, à l'époque, parce que maintenant on est un petit peu moins bon en basket. Du coup, j'ai eu la chance de faire mon stage au SPO Rouen, donc qui était, je crois que quand j'y étais, ils étaient en Pro A ou peut-être Pro B, mais en tout cas aujourd'hui ils sont en Pro B. Donc voilà, c'était sympa. J'ai passé, franchement, c'était vraiment une semaine super chouette. J'ai passé la semaine avec eux, du petit déjeuner jusqu'au soir, à faire les déplacements pour les matchs, à accrocher les bannières publicitaires autour du terrain, à accueillir les VIP, à faire plein de choses. On a fait des déplacements dans des hôpitaux aussi pour aller voir des enfants malades. Enfin, c'était vraiment une semaine. Enfin, j'ai eu la chance d'être bien accueillie parce que je pense que le stage de troisième, du retour que j'en ai eu aussi de mes autres camarades, on n'a pas tous vécu la même chose. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance d'être très bien accueillie dans cette association et de découvrir plein de choses. Donc voilà ce que j'ai fait en troisième. Mais j'en garde un très bon souvenir, même si maintenant j'ai l'impression que c'était il y a quand même très longtemps. Ensuite, j'ai fait un bac ES, donc à Rouen aussi. J'ai fait un bac ES parce que je voulais rester un petit peu dans un domaine général. Je n'avais pas forcément envie de faire que des maths ou que du français. Donc je me suis dit, pour ma culture générale, peut-être que le bac économique et social serait le plus utile pour moi. Et ensuite, alors là, du coup, c'est là où vous allez me demander pourquoi je suis partie là-dedans. Personnellement, je faisais beaucoup de danse. Et du coup, j'ai voulu, au lieu de travailler dans des événements type sportifs, mais plutôt travailler dans des événements culturels, enfin pour la danse en fait. Donc j'ai décidé de faire un petit peu tout ce que je fais aujourd'hui, mais pour la danse. Donc j'ai fait une licence qui s'appelle médiation culturelle. Plus simplement, c'est une licence qui permet de produire des événements culturels, de faire du commerce, du marketing, de la publicité, enfin, un petit peu comme une école de commerce, une école très générale, mais que sur des événements culturels. Donc voilà ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, je n'ai malheureusement pas trouvé beaucoup de stages et j'ai trouvé que le secteur était assez bouché. Enfin, je pense que si on se donne les moyens, c'est sûr qu'on trouve. Mais peut-être qu'à ce moment-là, j'étais soit pas assez courageuse et puis en fait, j'avais toujours le sport qui me trottait en tête. Du coup, j'ai décidé ensuite de continuer mes études en master en management du sport. Donc à l'école que vous voyez juste sur la photo, ça s'appelle Sports Management School, qui est une école à Paris. Et du coup, j'ai continué mon parcours dans le sport via cette école. Super. On peut voir quand même
à quel point le stage de troisième a pu être important pour toi. Donc voilà, j'en profite pour encourager tout le monde à s'inscrire sur la plateforme Stage Découverte et à chercher le stage de ses rêves. Voilà, Ouais, ça m'a il faut en profiter. Et d'ailleurs, on a une question à ce sujet parce que nous, on offre la plateforme, mais du coup, toi, tu as fait comment pour contacter les entreprises dans lesquelles tu as fait ton stage, Mhm. notamment le stage de troisième? Et parce que la question est, est-ce que c'est un milieu fermé? Est-ce que c'est difficile d'y accéder? Non. Non, je pense pas que ce soit un milieu fermé. Je pense qu'il faut savoir, maintenant aujourd'hui, il y a tellement de façons d'aller contacter des personnes, soit répondre à des offres de stage, soit leur envoyer des mails directement. Moi, je me rappelle être partie avec mes petits CV où il n'y avait absolument rien d'écrit dessus. C'était juste mes loisirs, mes passions, ce que j'aimais faire, est-ce que j'avais fait du bénévolat, de l'associatif, etc. Donc, j'étais partie avec mes petites lettres et je m'étais présentée directement dans plusieurs entreprises. Et voilà, dont ce club de basket, où en même temps j'ai été abonnée parce que j'adorais le basket, donc tous les vendredis ou samedis j'allais voir les matchs de basket. Et donc du coup, j'ai donné ma petite lettre avec ma lettre de motivation, et puis où je crois que j'avais vraiment fait un petit CV en disant voilà mes centres d'intérêt, qu'est-ce que j'aimerais découvrir, etc. Et donc j'avais pris la décision d'y aller moi directement, de ne pas passer par le numérique et de me présenter. Mais forcément, après, il faut suivre les offres de stage et dès qu'il y a des opportunités, il faut jouer un petit peu la carte originelle, soit de se présenter directement, soit de postuler d'une manière plus créative. Super. Je vois dans les entreprises que tu as citées qu'il y a alors Nike, Decathlon, Sport Club, Disneyland. Est-ce que tu peux en 2 mots nous dire un petit peu à quoi ça correspond? Ouais. Alors, en fait, pendant mes études, on avait la possibilité de faire des stages. Les stages sont peu rémunérés, voire pas du tout. Moi, j'ai toujours fait mes études à Paris. Paris, la vie est chère quand même. Et j'avais envie de faire des activités à côté, de pouvoir sortir avec mes amis, etc. Donc, et de pouvoir payer mon loyer, mes factures. J'ai pris le parti pris de ne pas faire de stage, mais en fait de faire que des jobs étudiants qui ont un intérêt et qui sont en lien avec ma formation pour pouvoir les faire valider comme des stages. Mais du coup, j'ai eu plusieurs CDI. Donc en fait, toutes ces entreprises-là, c'était des CDI en job étudiant en même temps que mes études, parce que je trouvais qu'il y avait déjà un intérêt financier qui était énorme. Et en plus, du fait de ne pas être en stage, mais de faire vraiment partie de l'entreprise, je trouvais que j'avais aussi des responsabilités qui étaient plus importantes que peut-être que si j'étais en stage pour une durée limitée, ou de toute façon, mon employeur savait que bon, j'arrivais en septembre, en décembre, j'étais partie. Donc, en fait, à partir du début décembre, déjà, il me met un petit peu sur le côté et puis il me dit, ah, de toute façon, toi, dans un mois, tu es partie. Donc voilà comment j'ai réussi à toucher toutes ces entreprises. Et donc, je m'arrangeais avec mon école et puis je les prévenais avant. Je leur disais, bon, voilà, j'ai envie de travailler chez Nike, j'ai envie de travailler chez Decathlon. Là, j'étais dans cette école de sport. Et du coup, je leur ai demandé si c'était OK pour pouvoir valider ça en expérience professionnelle comme un stage. Donc, je faisais mon rapport de stage sur Nike, sur Decathlon. Mais en fait, au lieu d'être un stage, c'était un vrai job étudiant. Super, ouais, c'est vrai que c'est une belle stratégie aussi. Bon, pour les élèves de troisième, ça marchera pas parce que vous n'avez pas le droit de travailler, vous êtes trop jeune, mais après, pendant les études, ouais, c'est assez intéressant, c'est original. Très Et bien. on a une autre petite question du coup par rapport à ton parcours de Paul qui demande en fait quel est le rapport finalement avec Disneyland puisque c'est le monde sportif. Eh ben, Euh, oui. voilà, je te laisse. Alors, Disneyland, qui est une super entreprise, je vous le conseille à tous. En fait, Disneyland faisait partie de ce que viens de vous présenter sur Decathlon et Nike, mais pour ma première formation. Parce que je vous rappelle, ma première formation, ma licence, était une licence de médiation culturelle. Et donc, du coup, Disneyland est quand même perçu comme une attraction touristique, une attraction culturelle, tout dépend du point de vue qu'on en a. Mais en fait, Disneyland, je l'ai fait exactement de la même manière que Nike et Decathlon, mais pour ma licence qui était une licence en médiation culturelle. Du coup, j'ai réussi à leur dire, bon, au lieu de travailler dans le monde du spectacle, dans les grands théâtres parisiens, je vais travailler dans le monde du spectacle à Disneyland Paris. Et je sais qu'ils prennent beaucoup de jobs étudiants, ils prennent beaucoup de jobs d'été.
Et l'intérêt que j'en ai eu aussi de travailler dans une boîte comme ça internationale, c'est que j'ai parlé anglais pendant toute la durée de mon contrat et ça m'a beaucoup aidé pour la suite. Super. Et une autre question du coup de Anne qui rebondit sur le fait en fait que tu aies un parcours à la fois événementiel et après tu as bifurqué sur le sport. Est-ce que ça t'a permis de faire de l'événementiel sportif automatiquement plus facilement? Ça t'a permis ou ça t'a apporté d'autres champs de compétences sur lesquels peut-être les personnes qui nous écoutent ne s'attendent pas forcément à avoir? Du coup, d'avoir fait de l'événementiel, oui, ça m'apporte d'autres compétences et qui peuvent peut-être un jour me servir, puisque aujourd'hui, je vais sur des événements sportifs, donc du coup, j'ai peut-être un peu plus le nez dedans, je comprends certaines choses, les différents métiers chacun. Donc aujourd'hui, je ne fais pas d'événementiel sportif. Par contre, du coup, ma formation me permettra peut-être un jour, si j'ai envie de retourner dans l'événementiel sportif, d'y aller. Donc le principal, c'est de savoir raconter un petit peu son histoire, de savoir d'où on part, de ce qu'on a envie de faire. Et donc du coup, voilà, même s'il y a des choses qui nous ont moins plu, il faut toujours il faut toujours en parler et justifier ses choix. Mais aujourd'hui, je fais pas d'événementiel sportif, mais c'est quelque chose qui pourra peut-être me servir pour la suite. Et François va compléter, donc merci pour tes explications, et il complète en te demandant si, avant d'intégrer ton école de sportif, est-ce Mhm. que tu as fait une prépa? Pas du tout. Je n'ai pas fait de prépa. Faut se renseigner. Je ne m'étais pas forcément renseignée parce que moi j'avais tout de suite envie de partir, j'avais tout de suite envie d'aller à Paris, j'avais envie de faire des stages, des jobs, etc. J'avais envie de commencer mes études. Et la formation que j'avais choisie en premier lieu, donc la licence, n'avait pas besoin de prépa. Et ensuite, comme j'avais, à la fin de cette première école, j'ai eu donc du coup la licence, le bac plus 3, et j'ai pu intégrer le master dans le sport sans problème, sans passer par une prépa. Donc je pense peut-être tout dépend des écoles qu'on vise, mais non, moi j'en ai pas eu besoin. Très bien. Merci pour ta réponse et merci François pour ta question. On continue. Je vous propose de regarder la séquence suivante, mon métier en image, pour découvrir un petit peu de manière concrète ton travail. Voilà. Alors, bon, du coup, on va reprendre un petit peu tout ce qu'on a dit. Mon métier en image, je n'ai pas forcément de projet à vous montrer parce qu'au final, mes projets, je peux pas. Enfin, oui, ils passent sur les chaînes de télé, mais je ne peux pas vous les montrer comme ça. Mon métier en image, donc je vous ai mis à gauche dans un premier temps, c'est d'être sur événement, de travailler avec les organisateurs et de faire en sorte que ce qui se passe dans la petite caméra là-haut parte sur la partie de droite, qui est tous mes interlocuteurs. Donc forcément, bon, ici, il n'y a pas tous mes interlocuteurs, il y a quelques exemples. Forcément, il y a des chaînes qui peuvent vous parler, comme la chaîne Équipe, Beansport, Canal+, etc. Ou France Télévisions. Donc ça, ce sont des chaînes qui sont présentes en France, mais pas que, parce que Beansport est aussi présent en Afrique, au Moyen-Orient, etc. Donc voilà. Et après, voilà, sur la droite, c'est faire passer ce qui se passe à gauche sur l'événement, hop, les faire basculer à droite et essayer de créer des contrats avec eux. Et que, par exemple, je sais pas, vous avez la chaîne ORF, qui est le petit logo en rouge, qui est la télévision publique en Autriche. Donc, ce sont des personnes avec lesquelles je travaille au moins une fois par semaine, voire tous les jours s'il y a des compétitions en cours. D'accord, super, très bien. Est-ce qu'on regarde les idées reçues sur ton métier peut-être? Alors, les idées reçues, univers très masculin. Quelque part, oui, parce que forcément, le sport attire plus les hommes que les femmes. Parce que voilà, c'est très c'est factuel, il y a pas de secret là-dessus. Par contre, c'est pas parce qu'il y a plus d'hommes qui sont attirés par le sport que la femme n'a pas du tout n'a pas sa place. Au contraire, je trouve que c'est presque une force d'être une femme dans le monde du sport parce que il y en a moins, donc ça crée un petit peu plus la différence et il faut savoir en profiter. Donc oui, quelque part, c'est un univers masculin, mais qui n'est pas du tout fermé. Et au contraire, les femmes ont vraiment quelque chose à apporter, quoi. Et on le voit maintenant de plus en plus dans les écoles. Moi, la première année, on était peut-être 4 filles dans mon école, et puis au fur et à mesure, il y a presque la moitié de la classe.
Donc, ça va changer. La deuxième idée que j'avais mise, c'est il faut parler couramment anglais. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Franchement, alors oui, c'est très important. Moi, je vais dire que c'est peut-être la matière qui me sert le plus de ce que j'ai fait au collège et au lycée, c'est l'anglais. Parce que pour beaucoup de métiers, et surtout le mien, quand on veut travailler un tout petit peu avec l'international, on est obligé de savoir parler anglais. Après, savoir parler couramment anglais, non. C'est pas grave. En fait, c'est une langue qui se pratique, donc même si on fait des fautes, et ben, c'est pas grave, il faut essayer de se faire comprendre, et puis c'est cool, parce que travailler qu'avec la France, c'est bien, mais c'est limité, donc du coup, de pouvoir travailler avec tous ces pays du monde, et ben, en fait, je suis super contente, et même si de temps en temps, je fais des fautes, le principal, c'est, comme on a dit, d'arriver à se faire comprendre, et il faut oser. Donc ça, c'est hyper important, mais pas obligé d'être courant. Du moins ça au début, et puis après peut-être que ça viendra par la suite. Nécessité de faire les longues études, donc c'est comme la question sur la prépa, non, pas obligé. Enfin, tout dépend de chacun, de la manière dont il a envie de faire son parcours, ses écoles. Est-ce qu'il a envie de rester un peu plus à l'école pour apprendre plein de choses, ou est-ce qu'il a envie de travailler tout de suite? Donc non, on n'est pas obligé de faire des grandes études, on fait un petit peu ce qu'on veut. Après, forcément, il y a des entreprises qui prennent que des étudiants au moins après la licence ou après le master. Donc, il faut se renseigner en amont. Mais comme vous le sentez, si vous avez envie de vous embarquer dans des longues études, peut-être que ça vous ouvrira plus de portes. Après, si vous avez envie de travailler tout de suite, il y en a aussi beaucoup qui ont commencé à travailler, puis après qui ont trouvé une autre opportunité et hop, ça les a fait grimper comme ça. Mais forcément, il faut se renseigner à l'avance, parce que si on arrête les études et que au final l'entreprise dans laquelle on rêverait de travailler ne prend pas avant la licence ou au moins exige le bac, il faut essayer d'y aller, d'aller jusqu'au bout. Et enfin, la question du réseau, qui est, je pense, très importante aussi aujourd'hui, parce qu'il y a des secteurs dans lesquels nos parents, nos cousins, nos frères et sœurs ne travaillent pas. Donc, du coup, eux, ils nous disent si tu veux, je te trouve un stage dans un cabinet d'avocats, parce qu'ils ont des contacts dans un cabinet d'avocats et qu'ils n'en ont pas dans le sport. Et vous vous dites je connais personne dans le sport, donc je vais avoir du mal à y aller. Moi, je n'avais personne de ma famille, personne de mon entourage qui travaillait dans le sport. J'ai 3 frères et sœurs, mais ils font tous des métiers complètement différents. Donc c'est possible. Après, voilà, il faut aujourd'hui être un petit peu créatif. Là, j'ai vu la dernière fois sur Internet, il y a une fille qui a fait un CV, qui a pris la une de l'équipe et en fait, qui l'a modifié et qui a fait son propre CV avec la une de l'équipe. Et en fait, du coup, sur Internet, elle a fait un carton. Et tout le monde s'est partagé son CV parce que c'était hyper créatif, ça montrait qu'elle avait vraiment envie d'aller dans le sport. Et du coup, je pense que je ne me fais pas de soucis pour elle. Elle a forcément dû trouver une expérience qui lui convient. Et ensuite, les deux petites phrases que j'ai mis en dessous, c'est quand je dis que je travaille Eurosport, il y en a beaucoup qui pensent que je travaille chez Intersport et qui me demandent du coup à quel rayon je travaille. Donc maintenant, je dis je travaille pour la chaîne de télé Eurosport. Au moins, tout le monde est d'accord. Et ensuite... est-ce que tu peux avoir des places pour la Ligue des Champions? Alors, j'aimerais bien, mais voilà, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent si je peux avoir des places pour tel ou tel match. Parfois, c'est possible, parfois non. Mais voilà, c'est vrai que comme on travaille dans le monde du sport, on a forcément des avantages que des personnes qui travaillent, je ne sais pas, dans n'importe quel autre domaine, auraient des avantages dans ce domaine-là. Et alors, pour les 24 heures du Mans, tu peux avoir des places? Avec plaisir, je vous invite tous aux 24 heures du Mans. Voilà. Bon, du coup, il faudra attendre que ce virus soit parti. Mais il y a une très belle ambiance et vraiment, je vous invite à découvrir cet événement si vous ne le connaissez pas. Mégane, est-ce qu'on a des questions peut-être? Une petite question avant de clôturer. Il y a Paul qui demande, donc, par rapport aux idées reçues qu'il peut y avoir sur ton métier, quelle est l'idée qu'on peut se faire de ta tranche, de ta fourchette de salaire? Oui. Alors, par exemple, donc moi, j'ai fait mon alternance chez Eurosport en même temps que mes études. Et du coup, j'ai été embauchée après mon master chez Eurosport. Dans des grandes entreprises comme ça, c'est un petit peu difficile de négocier parce qu'en fait, ils ont des grilles tarifaires. Donc moi, quand je suis rentrée chez Eurosport, alors j'ai fait le calcul parce que je me suis dit qu'en brut, ça n'allait pas vous aider.
Je gagnais à environ 2100 € net par mois. Donc après, bon, il y a la vie parisienne qui va avec, parce que du coup, les loyers sont plus chers, etc. Donc les salaires à Paris sont intéressants. Mais en fait, voilà, je rentrais dans une case et puis Eurosport m'a dit, vous travaillez dans tel secteur, vous avez tel niveau d'études. Donc en fait, selon la grille salariale, vous vous situez ici et vous allez gagner un peu plus de 2000 € par mois. Ensuite, ensuite, il faut négocier, hein, comme dans mon métier. Et moi, je leur ai dit que comme j'étais déjà en poste en alternant chez eux exactement au même poste, j'ai réussi à avoir une petite augmentation dès la première année. Voilà. Mais franchement, ça va, je m'en sors bien. Et du coup, pour rebondir par rapport à ce que tu viens de nous dire pour ta tranche de salaire, de ta grille, il y a François qui voudrait savoir combien d'heures par semaine tu travailles. C'est difficile de compter, mais on va dire que si on compte une semaine classique, moi je vais travailler de 9h à 18h, donc parfois c'est 10h à 19h ou 20h. J'ai un poste, j'ai un statut de cadre. Du coup, en fait, quand on est cadre, on n'est pas à l'heure. Je ne suis pas payée à l'heure, je suis payée à la journée. Donc si je travaille cette journée-là, peu importe que je fasse 8 heures dans ma journée, 5 heures, 10 heures, c'est à moi de gérer mes horaires et ma journée. Et du coup, quand on a un statut de cadre, on est payé à la journée et pas... je ne dois pas pointer tous les matins à 9h30 pour dire que je suis là et repointer le soir à 18h30 quand je dis que je pars. Donc voilà, on va dire que je fais des horaires classiques de bureau. Après, si un jour j'ai besoin de travailler plus tard parce que j'ai une urgence pour le lendemain, bon, bah, ça fait partie du jeu. Je vais peut-être travailler jusqu'à 21h, 22h et puis voilà, je me lèverai plus tard le lendemain. Et du coup, Juliana demande s'il t'arrive de travailler les week-ends. Il m'arrive de travailler les week-ends pour plusieurs raisons. Bah, quand je suis sur événement, quand je suis sur les événements, je ne vais pas m'installer dans les gradins, je vais quand même essayer de travailler un petit peu. Donc quand je suis sur les événements en déplacement, forcément, je travaille le week-end parce que les principaux événements se passent aussi le week-end. Et même quand je suis à Paris, puisque il peut y avoir des urgences. Moi, il me donne, j'ai le droit à un téléphone portable professionnel. Donc, du coup, je suis censée rester joignable tout le temps. Et donc, je peux avoir des urgences le week-end. Donc, on ne va pas dire que je fais pas d'une journée classique le week-end. Je ne vais pas me lever à 9h pour aller au travail et arrêter de travailler à 19h. Par contre, je peux avoir mon téléphone à côté de moi et puis regarder. Et puis, si jamais il y a une urgence, on est plusieurs dans l'équipe. Donc, si jamais il y en a un, il a un grand repas de famille, on peut lui dire, s'il te plaît, on peut demander à un autre collègue de s'en occuper. Mais oui, je dois rester quand même on va dire, pas active, mais on dit, comme les médecins, d'astreinte. C'est ça. Je reste alerte sur mon téléphone, on va dire. Très bien. Alors, il nous reste à peine 2 minutes. Moi, j'ai 2 petites questions encore parce que tu nous décris ton métier de manière très enthousiaste et ça a l'air super. Donc, moi, j'aimerais savoir quels inconvénients, s'il y en a. Et puis, une deuxième question, comment est-ce que ce métier va évoluer dans les 10 prochaines années, peut-être avec, je sais pas moi, de plus en plus d'événements sur Internet. Je sais pas, si ça change des choses pour toi ou comment tu vois les choses évoluer. Alors, les inconvénients, on vient d'en parler, ça peut être aussi les horaires décalés. Parfois bosser le week-end, parfois ne pas être beaucoup chez soi parce qu'on part beaucoup en déplacement, parfois travailler tôt le matin parce que les Japonais, en fait, quand nous, il est 9h, chez eux, il est fin de journée. Donc, du coup, je peux avoir des horaires décalés aussi parce que je travaille avec l'international. Donc, ça peut modifier un petit peu ma journée. Donc, je suis obligée de me caler sur leurs heures à eux. Donc ça peut être un inconvénient. Les horaires décalés et puis beaucoup de déplacements et travail le week-end, on va dire. Et comment je vois le secteur dans l'avenir? Je pense que dans tous les cas, quand il y aura du sport, il y aura des diffuseurs. Par contre, ce qui va changer dans mon métier, c'est que, par exemple, Roland-Garros, les droits de Roland-Garros viennent d'être achetés par Amazon. Donc en fait, il y a des nouvelles chaînes de télé qui vont apparaître, qui de base, par exemple, comme Amazon, ne sont pas des chaînes de télé, qui sont une plateforme sur Internet pour acheter des produits, et maintenant qui créent une chaîne de télé. Donc le métier existera toujours.
par contre, là où il faut être très attentif et on ne peut pas juste se reposer sur ses acquis, c'est il va y avoir des nouvelles chaînes qui vont apparaître tous les ans dans tous les pays. Donc voilà, il faut rester toujours un petit peu au fait de l'actualité pour essayer de suivre ce marché. Mais en soi, mon métier, je pense qu'il continuera d'exister. Après, si je dois travailler avec Amazon et fini de travailler avec France Télévisions, bon, bah, c'est comme ça. C'est la dure loi des droits TV, on va dire. D'accord, super. Est-ce qu'il nous reste des questions? Le live métier touche à sa fin. Non, on a répondu à toutes les questions et il n'y a pas de questions pour cette fin de live métier. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Paula, merci beaucoup, c'était super intéressant. On a eu plein de questions. Merci à tous les élèves qui ont participé. Sachez que ce live, de toute façon, est enregistré. On va le poster sur notre chaîne YouTube qui s'appelle My Future, moi dans 10 ans. Donc, ce sera disponible très rapidement. Ce sera relayé sur des réseaux. On a un petit questionnaire à vous partager que vous pouvez remplir pour qu'on puisse récolter votre avis sur ce live métier. Donc Megan va vous poser le lien dans le petit onglet de Oui, conversation. j'envoie ça. Merci beaucoup. Et puis les prochains rendez-vous avec MyFuture, c'est évidemment le prochain live métier, donc jeudi prochain à la même heure, de 15h à 16h, avec Philippe Avanzini, qui lui travaille dans le numérique et qui est qualitaticien logiciel. Donc un métier plein de mystères, on ne voit pas forcément trop ce que c'est comme ça, donc je vous encourage à venir suivre ce live pour découvrir ce métier du numérique. Et puis, on a aussi un atelier sur réussir son stage en entreprise avec plein de conseils et plein de bonnes pratiques. Et ça sera mardi 20 à 17h30. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Et puis, Paula, merci encore, c'était super. Merci à tous. Et à très bientôt. Merci. Et Paola, tout le monde te remercie. Bon, bah, c'est super. Moi aussi, je remercie tout le monde. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, même sur, je ne sais pas si vous êtes déjà sur LinkedIn, mais n'hésitez pas à m'ajouter et puis je me ferai une joie de vous aider si ce métier-là ou ce secteur vous intéresse. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.